Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes. Bonjour, aujourd'hui nous avons un invité, Monsieur Francisco Queiroga, qui est président de la Chambre du commerce latino-américaine, secrétaire général du Conseil national pour la transmission intellectuelle et aussi délégué auprès du Conseil de l'Europe du Comité mondial des apprentissages. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Nous sommes à cet entretien pour Radio Passion Plus. Nous voulons savoir ce que c'est que être délégué auprès du Conseil de l'Europe du Comité mondial pour les apprentissages. Le Comité mondial pour les apprentissages, c'est une ONG qui dépend ou est accréditée par l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, fondamentalement, et la sauvegarde des patrimoines. Et dans ces cadres-là, le Comité mondial pour les apprentissages s'étend un peu plus loin et il essaie de travailler pour que n'importe qui, à n'importe quel âge, dans n'importe quel lieu du monde, et n'importe quelle classe sociale, religion, race, ethnie, etc., puisse avoir accès à l'éducation et à la formation et à l'apprentissage à n'importe quel moment. Parce qu'on est conscient que sans l'apprentissage, sans la formation, sans l'éducation, le monde ne peut pas avancer. Et ça, c'est une garantie de paix. Et pourquoi je suis le délégué auprès du Conseil de l'Europe? Parce que le Conseil de l'Europe englobe 47 pays. C'est une organisation où siège le Tribunal européen des droits de l'homme. Et c'est un organisme fondamental pour la sauvegarde des droits humains, des droits de l'homme au niveau mondial, même si c'est le Conseil de l'Europe. Et donc on considère que les droits à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation devraient être considérés comme un droit humain. Et c'est ma fonction de savoir jongler entre nos objectifs UNESCO et notre caractéristique d'organisme qui siège aussi auprès du Conseil de l'Europe. Vous allez nous présenter cette chambre du commerce latino-américaine. Bien sûr. La Chambre du commerce latino-américaine, c'est une organisation qui est née le 9 avril 1929. Il a été créé par un diplomate français qui était en siège dans plusieurs pays latino-américains. Mais il était conscient qu'en tant que diplomate, il ne pouvait pas toujours aider les petites et moyennes entreprises dans leur envie d'internationalisation, parce que il était avec les mains liées à sa fonction. La fonction d'un diplomate dans un pays étranger, c'est de rapporter ce qui se passe, à faire des analyses de marché, faire des analyses géostratégiques, mais il manquait quelque chose, les liens avec la petite et moyenne entreprise, les liens avec les personnes qui font les efforts d'investir. Et conscient qu'il ne pouvait pas le faire, il s'est décidé par demander une excellence et monter la Chambre de commerce latino-américaine. Par ailleurs, il était conscient aussi que le monde qu'on vivait en 1928-29, c'était un monde où il y avait une sorte de financiarisation de l'économie. Et les États y commençaient à augmenter la dette de manière incroyable, les crédits il étaient surchauffés, il s'est dit, ici il va se passer quelque chose. Donc, il s'est dit, la meilleure manière de voir les entreprises, c'est de monter la Chambre. Le 9 avril, il y a eu la réunion constituante de la Chambre, et le 11 avril, les statuts ont été déposés à la préfecture de Paris. Et quelques mois plus tard, il y a eu le grand crack de la bourse à New York, et c'était la grande crise mondiale de 1929. Comment elle fonctionne cette chambre? Il faut savoir qu'il y a 3 types de chambres. Il y a les chambres nationales, qui sont des organismes de droit public. Et après, il y a 2 sortes de chambres différentes. Ce sont les chambres bilatérales, qui sont d'un pays qui est installé dans un autre pays. Donc, ce sont des organismes de droit privé, mais rattachés au pays d'origine. Ça veut dire qu'ils doivent, d'une certaine manière, travailler pour que les entreprises du pays d'origine de la chambre puissent se développer dans les pays d'accueil. C'est ce qu'on appelle une chambre bilatérale. Et après, ce qu'on appelle les chambres multilatérales. Donc, ils n'obéissent pas à un seul pays, mais qui défendent une région du monde. C'est la nôtre. C'est une chambre multilatérale qui est fondamentalement française, mais qui travaille avec tous les pays de langue
hispanique ou latine en Amérique. Donc l'objectif, c'est de faciliter que les sociétés françaises puissent avoir un relais, un appui pour le commerce et l'investissement de l'autre côté. Et aussi que les sociétés de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire les hispano-américains ou latino-américains, puissent venir en France et trouver là l'appui nécessaire pour un investissement, pour le commerce, pour trouver un bon avocat, un bon spécialiste, un bon agent commercial, signer un bon contrat de distribution. De cette manière, et grâce à ce type d'action, les deux zones du monde commencent à interagir mutuellement, et cette interaction mutuelle permet une reconnaissance, une connaissance, et ça élimine les conflits, et ça facilite que les relations commerciales puissent passer par des médiations et d'arbitrage plutôt que par des tribunaux, et donc fluidifier le commerce. Qui peut s'adhérer à cette chambre latino-américaine? On est conscient qu'une chambre de commerce latino-américaine aujourd'hui, parce que le monde des chambres a beaucoup évolué depuis la Deuxième Guerre mondiale, et surtout aussi depuis la création de la communauté européenne, qui s'est substituée dans beaucoup d'affaires juridiques administratives aux chambres de commerce. Depuis plusieurs arrêts de la Cour de justice en France, en Espagne et dans d'autres pays, les chambres, à partir de 1995, ils ont commencé à travailler avec 3 principes. Et donc, formation, déjà, c'est pour ça que c'est un élément fondamental, commerce extérieur et aide administrative aux sociétés. Donc, qui peut s'adhérer? Évidemment, toute personne intéressée par le commerce, l'investissement ou la formation ou l'intérêt touristique d'un pays latino-américain ou d'un pays européen, francophile ou franco-français. Ça ne fait rien. Et à ce niveau-là, quel est le type de membres qu'elle peut avoir? On peut avoir des sociétés qui sont déjà installées et qui ont besoin d'un petit appui communicatif. Ce sont des sociétés qui payent une cotisation annuelle plus importante. Après, il y a les PME. Les PME, ce sont des sociétés qui, en général, n'ont pas la capacité d'avoir un relais ou un bureau de l'autre côté. Et nous, ce que nous faisons par notre politique de signature de conventions, c'est de trouver un relais, un spécialiste de l'autre côté qui puisse faciliter que la société ne se sente jamais toute seule quand elle fait l'effort de passer de l'autre côté. Il va toujours trouver quelqu'un qui va l'aider, et surtout quelqu'un qui va être du croire, c'est-à-dire qui va être contrôlé par nous. C'est important. Après, il y a des personnes qui sont tout simplement des personnes physiques, libérales, qui sont en intérêt par les pays parce qu'ils font des recherches, ou ils font une thèse doctorale, ou ils font... Et donc, il y a une cotisation beaucoup plus petite, c'est pour que ces personnes-là puissent avoir une accréditation qui leur permette de continuer ces recherches. Et aussi pour les artistes. On est conscient que la communauté latino-américaine en France, elle a un prestige qui est basé dans l'image et dans l'art, plus que dans l'entreprise. Même si c'est peut-être un élément faux, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de qualité là-bas, en tout cas, c'est l'image qu'on a véhiculée. Et donc, il faut s'adapter à la réalité des choses et de l'image. Donc, pour nous, les artistes sont très importants parce que plus les artistes sont de qualité et plus ils sont formés et appuyés, plus l'image d'un pays elle ressort renforcée. Et on est conscient que l'image pays, c'est un élément qui valorise un pays et permet de vendre aux entreprises. Radio Passion Plus. Quel genre de partenariat cible-t-elle et à quelles conditions? Nous avons une politique de partenariat très variée. En fait, les partenariats servent à aider les entreprises dans différentes situations. Et par exemple, nous avons un partenariat avec une organisation qui s'appelle CILEA. CILEA. C'est une organisation qui regroupe tous les experts comptables et conseillers financiers de tous les pays américains et européens dont on parle une langue latine. Ça veut dire que tous les pays américains dont on parle une langue latine, c'est-à-dire tous, les États-Unis inclus, parce qu'il y a 57 millions de personnes qui parlent espagnol, plus 21 millions qui l'étudient, donc c'est déjà plus qu'en Espagne déjà. Et le Canada, où il y a une partie des Canadiens qui parlent français, c'est une langue latine. Donc tout le reste, sauf quelques pays où on parle l'anglais seulement,
sont de langue latine. Plus les pays européens où il y a une langue latine. Le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Roumanie, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Donc c'est une organisation très importante. Et pourquoi c'est important et pourquoi ça nous a intéressés? Parce que quand une entreprise française qui n'a pas une grosse envergure doit faire des travaux, ce qu'on appelle travail à façon, ou trafic de perfectionnement actif ou passif, ça veut dire qu'ils vont utiliser le régime douanier. Dans le régime douanier, une société qui s'y installe, il va avoir des exonérations de certaines taxes. Mais il va aussi faire importer, par exemple, du matériel de fer, ou de l'atome, ou des cuivres dans notre pays. Alors il faut essayer de jongler avec les prix dans les différents pays et les taxes de chaque pays. Si tu n'as pas un expert comptable dans chaque pays, tu peux devenir fou. Et si tu es une petite et moyenne entreprise, tu deviens encore plus folle. Alors, l'effet d'avoir ce partenariat, ça veut dire que nous les mettons en relation avec l'ensemble ou avec la fédération de nos experts comptables et conseillers financiers pour que la société traite avec un dans les pays où elle est, qui va se mettre en accord avec les autres. Lui va être le représentant par rapport aux autres experts comptables. De toute façon, la société n'a qu'à parler avec un. Et c'est cet un qui va parler avec les autres. C'est-à-dire que ça va simplifier sa vie de manière incroyable. Ça, c'est un bon partenariat, par exemple. Nous avons organisé aussi des partenariats, par exemple, avec le Comité mondial pour les apprentissages, parce que c'est un partenariat qui nous permet de relancer la réflexion sur la formation en fonction des situations. Par exemple, le Comité mondial pour les apprentissages est en train de lancer actuellement un projet au niveau Erasmus avec l'Union européenne à Erbil. C'est une université en Irak qui permet de prendre les gens qui sont dans des camps de réfugiés et les former en formation professionnelle pour qu'ils puissent avoir un office reconnu, avec un diplôme reconnu par l'ensemble de la communauté européenne. C'est important parce que comme ça, les gens qui arrivent, et pendant qu'ils sont en train d'attendre un temps qu'on ne connaît pas exactement, dans un camp de réfugiés, ils ne sont pas oisifs, qui est le pire des choses qui peuvent arriver à une population qui est mélangée, qui est réfugiée, qui ne sait pas quoi faire. Il faut les former, il faut les maintenir occupés. Et donc, une occupation qui va ressortir sur un diplôme, c'est encore plus important. Il ne faut jamais oublier que la formation professionnelle, c'est quelque chose qui en Europe pendant longtemps a été délaissé. On ne travaillait pas. Et jusqu'au moment où un grand joueur de foot, Johan Cruyff, un joueur hollandais qui jouait au Barça de Barcelone, qui arrivait à l'âge où il ne pouvait plus continuer à jouer, il voulait être entraîneur de son équipe, le Barça. Et en plus, il avait joué à l'Ajax de Hollande, où il avait été entraîneur aussi. Johan Cruyff, quand il a voulu travailler pour le Barça, la fédération espagnole l'interdit, parce qu'il n'avait pas obtenu le diplôme en Espagne, malgré le fait qu'il soit considéré le meilleur joueur du monde. Et lui, il a interpellé les tribunaux, qui par les renvois préjudiciels, il est allé jusqu'à Europe, jusqu'au Luxembourg, et les tribunaux, il a considéré que lui, il avait quand même obtenu son diplôme en Hollande, et qu'après, il avait pratiqué en Hollande et à Barcelone pendant plus de 2 ans. Donc cette reconnaissance de l'acquis, de l'expérience acquise, devait être fondamentale pour les gens qui font de la formation professionnelle. Et comme il a gagné l'affaire, maintenant, tous les gens qui font de la formation professionnelle, qui ont une expérience de moins de 2 ans, ils peuvent circuler dans toute l'Europe. C'est grâce à Johan Cruyff. C'est très important cet aspect-là. Et c'est un des éléments qui nous permet de considérer l'importance de signer des accords avec des organismes de formation. Par exemple. Pas seulement des organismes d'experts comptables ou autres. Vous savez, Radio Passion Plus, elle a une ligne éditoriale qui est de valoriser la femme, une belle part à l'entrepreneuriat dans toutes ses dimensions, et valoriser la femme est primordial pour cette radio. Raison pour laquelle je voudrais savoir quelle place donne la Chambre du commerce latino-américaine à la femme, à son sein. Pour les pays latino-américains, c'est très important la place qu'on peut donner à la femme, en partant, comme je vous ai dit avant, de la formation professionnelle,
On sait par exemple qu'au Mexique, beaucoup de sociétés ou beaucoup d'usines qui sont dans la frontière avec les États-Unis, et on exploite beaucoup les femmes qui sont parties de chez elles à 14 ans, 13 ans, 15 ans, sans avoir accompli une formation professionnelle complète. Et des fois, ils ont la formation, mais on ne les reconnaît pas. Donc pour nous, par exemple, ce qu'on appelle les maquiladoras. Les maquiladoras sont des femmes qui ont une expérience professionnelle suffisante. Il suffit un petit diplôme pour pouvoir bouger dans tout le monde pratiquement. Donc c'est important cette reconnaissance des maquiladoras. Et pour nous, c'est très important aussi. Dans ce sens-là, il y a encore des choses à faire, bien sûr. C'est pas que pour les femmes, il y a des hommes qui travaillent avec ces femmes maquiladoras qui n'ont pas la même reconnaissance non plus. Donc si tu obtiens la reconnaissance pour ces femmes-là, tu obtiens pour les hommes aussi. D'un coup, il y a tout le monde qui s'en sort bénéficiaire. La situation de la femme a toujours manqué d'une reconnaissance à différents niveaux. À différents niveaux. Tout d'abord, même dans le monde chrétien dans lequel j'ai été élevé, par exemple, quand tu lis un petit peu le Nouveau Testament, et je me souviens d'un moment où Madeleine, qui était complètement amoureuse de Jésus, et dans un dîner, avant le dîner, elle avait mis beaucoup de parfums dans ses cheveux, et c'est avec les parfums de ses cheveux qu'il était en train de nettoyer les pieds de Jésus. Il y avait quelqu'un qui a protesté, il dit, comment tu permets que cette femme puisse faire ça avec l'argent que ça coûte pour ses cheveux et pour te nettoyer les pieds? Et Jésus lui dit, cette femme donne ce qu'elle peut, elle donne de l'amour. Elle a de l'amour, elle le donne comme elle peut. Qui suis-je pour dire non à l'amour que cette femme me professe? Et qui vous êtes pour dire non non plus? Donc lui, Jésus, il a, avec cette parabole, en fait, sur le fait que cette femme avait le droit de donner ce qu'elle avait. Et je me souviens d'une autre parabole intéressante de Jésus, quand dans les temples, il y avait les gens qui passent pour recueillir un petit peu d'argent pour les temples. Et il y avait un monsieur qui avait donné un demi-dénaire, et à côté, il y avait un monsieur riche qui avait donné 50 dénaires. Et alors, le riche, il a protesté, il dit, pourquoi vous donnez si peu, vous ne valez rien. Et Jésus qui était derrière, il a dit, ce monsieur, il a donné peut-être plus que vous. Comment c'est possible ça? Et vous ne vous êtes pas demandé combien d'argent il avait en possession. Peut-être qu'il a un dénaire partout pour manger aujourd'hui. Il a donné la moitié de ce qu'il avait. Est-ce que vous avez donné la moitié de ce que vous avez, ou vous avez donné un centième de ce que vous savez au moins? Alors vous avez donné moins que lui. Donc il faut analyser les choses en fonction de l'équité de ce que chacun peut donner. Et donc je crois que la femme aujourd'hui, elle n'a pas encore obtenu toute sa reconnaissance, mais en même temps, elle a tous les atouts pour l'avoir. Et il suffit de mettre dans les structures sociales l'accueil suffisant pour que cette reconnaissance puisse avoir lieu de manière structurée, administrative, légale et aussi publique. Et la formation, c'est le meilleur élément. Parce qu'avant, il n'y avait pas une formation reconnaissante. Mais aujourd'hui, grâce à ces Johan Cruyff au niveau de l'Union européenne, les grands footballistes, tout le monde au niveau de la formation professionnelle et les maquiladoras, les premières, pourront circuler partout dans le monde avec la reconnaissance de l'acquis professionnel expérimenté. Et pour la Chambre, c'est très important, ça. Radio Passion Plus. Radio Passion Plus. Radio Passion Plus. Que fait concrètement la Chambre du commerce latino-américaine pour l'inclusion des femmes? Notre base, il est sur le principe qu'elles doivent, comme tout le monde, avoir le droit à la formation et à l'instruction. Nous ne pouvons pas nous substituer aux États, évidemment, nous sommes une petite association. Mais nous avons quand même la capacité d'interloquer les ministères et les gouvernements parce que nous avons un système de lobbying à peu près bien fait. Donc nous organisons des formations. Dans les formations, il y a des formations techniques. Dans les formations techniques, j'ai constaté, par exemple, quand on faisait des formations de tourisme, 60% de mes élèves étaient des femmes. Et on a fait des commerces extérieurs. Dans le commerce extérieur, au départ, il y a quelques années, c'était 40% des femmes, 60% des hommes. Aujourd'hui, c'est 50-50. Au niveau de la traduction et interprétation, 80% c'est les femmes, et 20% c'est des hommes. Et c'est pourtant très difficile. L'interprétation et la traduction, c'est un art très difficile. Pourquoi?
parce qu'elle englobe un concept transculturel. Quelqu'un qui connaît la langue, s'il ne connaît pas la culture, il va trahir les textes de l'auteur. Le 13 juin dernier, vous avez organisé un after-work. Le 31 mai, on avait organisé la remise des prix littéraires à la Bonne Franquette, qui est très importante parce que c'était quand même la reconnaissance des auteurs qui développent la culture de la gastronomie et de la viticulture de la France au niveau mondial. Et donc il y avait les plus grandes maisons d'édition et il y avait les écrivains, et dont 70% c'était des femmes déjà. Qui ont valorisé. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'est très important parce que organiser ça, c'est quand même pendant longtemps lire des livres différents, faire une analyse, etc. Et après faire la valorisation. Les afterworks, ils entrent dans le cadre de la nécessité qu'ont les gens de se rencontrer. On est dans une société, plus aujourd'hui encore, qui a besoin de casser les barrières qui ont été créées artificiellement après la Covid. Donc, moi j'ai commencé à créer des afterworks à partir de 2004-2005, donc ça fait longtemps. Des fois il y avait un sujet, des fois non. Mais le sujet général, il est de faciliter les rencontres des gens dans un cadre valorisant et, si c'est possible, dans un cadre où il y aurait des présentations artistiques ou des présentations musicales. Parce que les gens ne sont pas toujours ouverts à la rencontre d'un inconnu ou des inconnus. Et ça permet d'ouvrir des cultures différentes, étant donné que nous sommes à Paris et que dans le monde latino-américain, il y a déjà 21 pays et que les Français ne sont pas toujours des Français, ils peuvent être francophones. Donc, le fait de pouvoir créer un afterwork, des contacts et des rencontres avec un fond musical ou un fond artistique, ça permet de brasser des cultures. Et ces brassages de culture, ça donne des idées d'affaires, même des mariages qui se font après. Alors, voilà donc vers la fin de notre entretien. Et ma dernière question, seriez-vous prêt à signer un partenariat pour animer des afterworks ou des émissions dédiées ou encore co-organiser avec Radio Passion Plus qui pourra faire la retransmission de ces événements en direct sur ces antennes? Dites-moi où il faut signer. Très bien, voilà, ça veut dire que il suffit seulement qu'on vous tende le partenariat à signer et ça sera fait. Oui, je vais le lire d'abord. Je vais mettre peut-être des questionnements ou des idées propres. Mais il est évident qu'on va arriver à un accord. Bien sûr, j'en suis persuadée, on arrivera à un accord. Voilà, Monsieur Francisco Keiruka, merci vraiment d'avoir accepté de faire le déplacement jusqu'à dans notre studio, le studio de Radio Passion Plus, pour ce petit entretien. C'était un vrai plaisir de retrouver Drancy. Ça faisait quand même longtemps que je ne venais pas à Drancy. Dans les début des années 90, je venais souvent dans tous les 93. C'est aussi bien de découvrir ce petit studio qui vous accueille en ce moment. C'est plus qu'un petit studio, parce que c'est très bien équipé en fait, avec beaucoup de goût. Et on voit qu'il y a du professionnalisme. Merci, c'est gentil. Nous avons notre livre d'or pour signifier que vous avez fait un pas ici. Oui, Et nous serons toujours ravis de vous accueillir, surtout qu'on va signer un partenariat. Oui, bien sûr. On se verra tout le temps. Je fais comme les médecins, je gratte les papiers. Merci beaucoup et très bientôt. À très bientôt. Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes.